Je m'appelle Manon, j'ai 28 ans, et il y a 3 semaines, mon père a jeté le cadeau de mariage que ma mère m'avait offert sur le sol en marbre froid, devant 150 invités. Le bruit que cela a fait, ce petit bruit sourd de cuir usé heurtant la pierre, est quelque chose que je n'oublierai jamais. Tout comme les mots qu'il a criés, les ordures vont avec les ordures. Il parlait de ma mère, de son cadeau, de moi. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun de nous ne savait, c'est que le vieux livret d'épargne délavé qu'il venait d'humilier contenait quelque chose qui allait changer tout ce que je croyais comprendre sur ma famille. Quand je l'ai apporté à la banque une semaine plus tard, la guichetière m'a regardé comme si je venais de sortir d'un coffre-fort. Elle est devenue pâle. Puis elle a chuchoté, « Madame, s'il vous plaît, ne partez pas. Avant de vous raconter la suite, prenez un instant pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne en vous. Et si vous regardez depuis un autre endroit dans le monde, laissez un commentaire pour me dire où vous êtes et quelle heure il est chez vous. J'adorerais le savoir. Maintenant, laissez-moi vous ramener 2 mois avant le mariage, quand tout a commencé à s'effondrer. Ma famille n'était pas pauvre. C'est la première chose que vous devez comprendre. Mon père, Richard Delacroix, possédait une entreprise immobilière de taille moyenne dans les Yvelines. Pas une entreprise du CAC 40, mais une situation confortable. Il conduisait une Mercedes classe E, collectionnait les montres Rolex et s'assurait que tout le monde au club de golf sache exactement à quel point il s'était fait tout seul. En grandissant dans notre maison bourgeoise de 5 chambres à Saint-Germain-en-Laye, j'ai appris très tôt que le succès avait une forme spécifique aux yeux de mon père, et qu'il ne me ressemblait pas. Si tu étais né garçon, m'a-t-il dit une fois quand j'avais 12 ans, j'aurais quelqu'un à qui transmettre l'entreprise. J'étais juste là, son unique enfant. Apparemment, ce n'était pas assez. Ma mère, Hélène, existait en marge de notre maison. Elle cuisinait, elle nettoyait, elle souriait lors des dîners et riait aux blagues de mon père. Et chaque matin, elle allait à son travail à temps partiel à la bibliothèque municipale, un travail que mon père ne manquait jamais une occasion de tourner en dérision. « Qu'est-ce que tu fais là-bas, ricanait-il. Ranger des livres que personne ne lit? Compter la poussière? » Elle ne se défendait jamais. Pas une seule fois. Elle hochait simplement la tête, débarrassait la table et disparaissait dans la cuisine. Pendant des années, j'ai pensé qu'elle était faible. J'ai honte de l'admettre maintenant, mais c'est vrai. Je regardais son silence et je voyais de la soumission. Je ne comprenais pas ce qu'elle faisait réellement. Je ne comprenais rien. Mon père avait une phrase favorite. Dans cette maison, les hommes décident, les femmes exécutent. Il disait cela comme si c'était de la sagesse, comme s'il transmettait une vérité ancienne au lieu d'une simple cruauté enveloppée dans la tradition. Et pendant la majeure partie de ma vie, je l'ai cru. Je croyais que ma mère n'avait rien, qu'elle n'était rien sans lui. J'avais tellement tort. J'ai rencontré Daniel Mercier un mardi d'octobre lors d'une sortie scolaire. J'enseigne en CE2 à l'école élémentaire des bords de Seine. Oui, la carrière que mon père considère comme un gâchis de potentiel. Je chaperonnais 23 enfants de 8 ans lors d'une visite de chantier quand j'ai littéralement percuté l'architecte qui expliquait les murs porteurs. Daniel m'a attrapé le coude avant que je ne tombe dans un tas de bois. Ses mains étaient chaudes. Son sourire était plus chaleureux encore. « Attention, dit-il. C'est une zone de port de casque obligatoire. » Je ne portais pas de casque. Mon cœur non plus. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant qu'il ne me demande en mariage. 2 ans de dîner où il me demandait vraiment comment s'était passée ma journée. 2 ans avec quelqu'un qui me regardait comme si je comptais. Pas pour ce que je pouvais apporter, mais pour ce que j'étais. La famille de Daniel était différente de la mienne à tous les égards qui comptaient. Son père, Henri Mercier, dirigeait Mercier Immobilier, une société d'immobilier commercial qui faisait passer l'entreprise de mon père pour un stand de limonade. Mais on ne l'aurait jamais deviné à la façon dont il traitait les gens. La première fois que j'ai rencontré Henri et Catherine Mercier, ils m'ont posé des questions sur mes élèves, pas sur la valeur nette de ma famille, ni sur mes perspectives, mais sur mes élèves. Le CE2 est une année tellement charnière, a dit Catherine en me versant du thé dans leur appartement du 16e arrondissement de Paris. C'est là que les enfants commencent vraiment à découvrir qui ils sont. J'ai failli pleurer. Personne n'avait jamais parlé de mon travail comme s'il avait de l'importance auparavant. Quand mon père a découvert qui était la famille de Daniel, quelque chose a changé. Soudain, il s'est intéressé à ma relation. Soudain,
il a voulu rencontrer mon petit ami. Soudain, sa fille, l'institutrice, nouait des relations utiles. Il m'a appelé pour la première fois en 6 mois, le lendemain de l'annonce de mes fiançailles, non pas pour me féliciter, mais pour me poser des questions sur le portefeuille d'Henri Mercier. Je paierai tout, a annoncé mon père 3 jours après avoir rencontré les parents de Daniel. J'étais assise dans son bureau à la maison, celui avec le bureau en acajou et les photos encadrées des bâtiments qu'il avait développés. Il ne m'avait jamais invité ici auparavant. Le fauteuil en cuir a grincé alors qu'il se penchait en avant, ses yeux brillant de quelque chose que je n'avais jamais vu diriger vers moi. De l'intérêt. Tout le mariage, le lieu, le traiteur, les fleurs, tout. Considère ça comme mon cadeau. J'aurais dû être méfiante. Mon père n'avait jamais dépensé plus de 50 € pour mes cadeaux d'anniversaire. Soudain, il voulait lâcher 75 000 € pour un mariage. Mais Daniel m'a serré la main sous la table et a chuchoté, peut-être qu'il essaie de changer. Je voulais le croire, mon Dieu. Je voulais tellement le croire. Alors, j'ai dit oui. En une semaine, mon père avait réservé le domaine de Saint-Cloud, un endroit dont il n'était même pas membre, mais dont il voulait désespérément faire partie. Il avait choisi le traiteur, le fleuriste, l'orchestre. Il avait conçu des invitations avec des lettres dorées qui coûtaient plus que mon salaire mensuel. La liste des invités comptait 150 noms. J'en reconnaissais peut-être 30. Des associés, a expliqué mon père quand j'ai demandé. Des gens importants. Importants pour qui? La veille de l'envoi des invitations, ma mère m'a trouvé dans le jardin. Elle se déplaçait silencieusement comme elle le faisait toujours, apparaissant à mes côtés comme un fantôme. Manon, dit-elle doucement, en pressant quelque chose dans ma main. J'ai un cadeau pour toi aussi, mais je te le donnerai le jour de ton mariage. J'ai baissé les yeux. Ses doigts étaient enroulés autour des miens, chauds et tremblants. C'est la chose la plus importante que j'ai, chuchota-t-elle. Rappelle-toi cela, peu importe ce que disent les autres. Je ne comprenais pas alors, mais je comprendrai plus tard. Le matin du mariage, je me suis assise dans ma chambre d'enfant et j'ai pensé à ma mère. Il y a un souvenir que j'avais presque oublié. J'avais 15 ans, j'étais rentré de l'école malade, errant dans la maison en pyjama. J'étais allé chercher des biscuits dans la cuisine et j'avais entendu quelque chose venant de la chambre de mes parents, un comptage. La voix de ma mère, douce et rythmée, comme une berceuse faite de chiffres. Je m'étais glissé jusqu'à l'encadrement de la porte et j'avais jeté un coup d'œil à l'intérieur. Elle était assise sur le bord du lit, un petit carnet dans les mains, une pile de billets sur l'édredon à côté d'elle. Pas beaucoup d'argent, peut-être quelques centaines, mais elle comptait cela comme si c'était de l'or. Quand elle m'a vu, son visage a changé. Pas coupable, exactement. Autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Juste des affaires d'adulte, avait-elle dit, glissant le carnet dans la vieille boîte à bijoux en chêne qui avait appartenu à sa mère. Rien d'inquiétant. Je n'ai jamais posé de questions à ce sujet. Les enfants ne le font pas, n'est-ce pas? Nous supposons que les secrets de nos parents ne nous concernent pas. Mais assise dans cette même chambre 15 ans plus tard, regardant la lumière du matin filtrer à travers les rideaux, je me demandais, pourquoi avait-elle économisé? Et pourquoi devait-elle le cacher? Ma mère a frappé à la porte à 9 h tenant une housse avec ma robe Dior louée à l'intérieur. « Es-tu prête » a-t-elle demandé. Je ne l'étais pas, pour rien de tout ça. Mais j'ai souri, je me suis levé et je l'ai laissé m'aider à enfiler la robe sur laquelle mon père avait insisté. Soie blanche et dentelle importée, élégante et chère, et ne ressemblant en rien à ce que j'aurais choisi pour moi-même. « Tu es magnifique » a dit ma mère, les yeux humides. Je ne savais pas alors qu'elle disait adieu à la vie qu'elle avait endurée pour moi. Le domaine de Saint-Cloud ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. Des roses blanches cascadaient de vases en cristal. Un quatuor à cordes jouait du Vivaldi près de la fontaine. 300 chaises disposées en rangées parfaites sur la pelouse soignée, chacune drapée de rubans de soie assortis à mon bouquet. Et au centre de tout cela, mon père. Je l'observais depuis la fenêtre de la suite nuptiale, dirigeant les prestataires comme un général rassemblant ses troupes. Déplacer cette table. Ajuster ses fleurs. Non, la tour de champagne va là. Il portait un costume Tom Ford que je n'avais jamais vu auparavant. Gris anthracite, parfaitement taillé. De nouveaux boutons de manchette brillaient à ses poignets. Il avait l'air riche.
Il avait l'air important. Il ressemblait à quelqu'un jouant un rôle. Ton père s'est vraiment surpassé, a dit mademoiselle d'honneur, Sarah, regardant par-dessus mon épaule. Je ne l'ai jamais vu aussi impliqué. C'était une façon de le dire. Quand la voiture des Mercier s'est arrêtée, une berline noire discrète, pas l'arrivée tape à accent grave l'œil que mon père aurait choisi, je l'ai vu se transformer. Sa posture s'est redressée, son sourire s'est élargi. Il a traversé la pelouse la main tendue avant même qu'Henri n'ait fermé la portière de la voiture. Henri, Catherine, bienvenue. Bienvenue. Il utilisait une voix que je ne reconnaissais pas. Plus chaleureuse, plus douce, la voix d'un homme qui voulait quelque chose. Du coin de l'œil, j'ai vu ma mère debout seule près de la roseraie. Elle portait la robe couleur champagne que mon père avait choisie pour elle, pas le bleu profond qu'elle voulait, et son sourire semblait peint. Elle a croisé mon regard à travers la fenêtre. Pendant juste un moment, quelque chose est passé entre nous, quelque chose de triste et de complice. Puis la voix de mon père a retenti à travers la pelouse. Laissez-moi vous faire le grand tour. Et le visage de ma mère est redevenu inexpressif. La cérémonie était magnifique. Je sais que cela semble étrange étant donné tout ce qui a suivi, mais debout à l'autel avec les mains de Daniel dans les miennes, regardant ses yeux se remplir de larmes alors que je disais « je le veux ». Cette partie était réelle. Cette partie était la nôtre. « Je t'aime », a-t-il chuchoté en glissant l'alliance en platine à mon doigt. Peu importe ce qui arrive, souviens-toi de ça. Je ne savais pas alors pourquoi il le disait de cette façon, comme un avertissement, comme une promesse contre quelque chose à venir. Le maire nous a déclarés mariés. Daniel m'a embrassé doucement, et 150 personnes ont applaudi, la plupart étant des étrangers que mon père avait invités. J'ai regardé la foule pendant ce baiser. Mon père rayonnait vers Henri Mercier, pas vers moi. Il calculait déjà, il réseautait déjà, il utilisait déjà mon mariage comme une opportunité commerciale. Et au premier rang, ma mère était assise seule. Ses yeux étaient rouges. Ses mains étaient jointes sur ses genoux si fort que ses articulations étaient devenues blanches. Elle ne souriait pas. Maman a pleuré toute la journée, ai-je murmuré à Daniel alors que nous remontions l'allée. Il a serré ma main. Émotion de mariage. C'est normal. Mais quelque chose dans ma poitrine disait que ce n'était pas normal. Quelque chose disait que ma mère ne pleurait pas de joie. Lors du cocktail, je l'ai regardée planer au bord des conversations. Toujours seule, regardant toujours mon père travailler la salle. Une fois, elle a tendu la main pour toucher son bras, et il l'a repoussée sans même la regarder. Pas maintenant, Hélène. 3 mots prononcés comme si elle était une mouche bourdonnant près de son champagne. Elle a retiré sa main lentement, soigneusement, comme si elle avait appris à se faire toute petite. J'aurais dû aller vers elle à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait. C'est quelque chose que je regretterai pour toujours. La réception a commencé à 19h et à 20h, mon père était ivre. Pas ivre à tomber par terre. Richard Delacroix ne s'embarrasserait jamais aussi visiblement, mais le genre d'ivresse où sa voix devenait plus forte, ses histoires plus grandes et la vérité plus flexible. Je l'ai vu coincer Henri Mercier près de la tour de Dom Pérignon, gesticulant largement avec une flûte de champagne. 15 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, l'ai-je entendu dire. Nous nous développons dans le commercial. De grandes choses arrivent. Je savais pertinemment que son entreprise avait fait peut-être 3 millions. Peut-être. Le visage d'Henri restait poliment neutre, mais je l'ai vu échanger un regard avec Catherine. Le genre de regard que les gens mariés partagent quand ils pensent tous les deux la même chose et ne veulent pas le dire. Ton père semble enthousiaste, a dit Catherine, apparaissant à mes côtés à la table des desserts. Je voulais m'excuser, expliquer, me séparer d'une manière ou d'une autre de la performance qui se déroulait à travers la pièce. Il est excité par le mariage, ai-je réussi à dire. Catherine a touché mon bras doucement. Je suis sûr qu'il l'est, ma chère. Mais ses yeux disaient quelque chose de différent. Plus tard, j'apprendrai qu'Henri avait déjà fait ses recherches, qu'il savait exactement à quel point l'entreprise de mon père n'était pas grande, que toute la mascarade avait été transparente dès le début. Mais à ce moment-là, je sentais juste la lente montée de l'effroi, le sentiment que quelque chose se préparait. Une pression derrière un barrage. Le rire de mon père a retenti trop fort. Il a tapé sur l'épaule d'Henri comme s'ils étaient de vieux amis. Il jouait tellement la comédie que je pouvais presque voir la sueur sur son front.
Et ma mère se tenait dans le coin en regardant, silencieuse, attendant. Quoi? Je ne savais pas. Pas encore. Mesdames et messieurs, c'est l'heure des cadeaux de la famille. La voix de l'animateur a coupé le bavardage au champagne, et les invités ont commencé à dériver vers leur siège. C'était la partie préférée de mon père. Il planifiait sa présentation depuis des semaines. Il a pris la scène en premier, naturellement. Daniel, Manon, commença-t-il, sa voix portant cette chaleur artificielle que j'avais fini par reconnaître. De la part de la famille Delacroix à la vôtre, un chèque de 45 000 € pour votre avenir. Il a brandi une enveloppe en cuir italien gaufrée d'or. Les invités ont applaudi. J'ai souri. Le sourire que j'avais appris de ma mère. Plaisant, vide, attendu. 45 000 €. Nous savions tous les deux qu'il avait emprunté sur sa ligne de crédit. 45 000 €. C'était vraiment un investissement pour obtenir la bonne opinion d'Henri Mercier. Merci, papa, ai-je dit, parce que c'était ma réplique. Henri Mercier est passé ensuite, son approche complètement différente. Pas de fanfare, pas de spectacle. Il a simplement tendu à Daniel une petite boîte rouge Cartier. Une clé, dit-il simplement, d'une maison de ville à Boulogne-Billancourt. C'était la maison de la grand-mère de Catherine. Nous avons pensé que vous aimeriez peut-être commencer votre vie là-bas. La salle est devenue silencieuse. Une maison de ville à Boulogne-Billancourt-Valais. Je ne pouvais même pas le calculer. J'ai observé le visage de mon père pendant juste un instant. Une fraction de seconde, son masque a glissé. J'ai vu la comparaison s'enregistrer. Je l'ai vu comprendre que son chèque de 45 000 € venait d'être complètement éclipsé. Sa mâchoire s'est serrée. Son sourire est devenu autre chose. Quelle générosité, a-t-il dit, sa voix juste un peu trop tranchante. Et puis l'animateur a appelé le nom suivant. Et maintenant, de la part de la mère de la mariée, Hélène Delacroix. Ma mère s'est levée de son siège et j'ai vu qu'elle tenait quelque chose de petit, quelque chose d'usé, quelque chose de vieux. Mon estomac s'est noué. Je ne savais pas pourquoi. Pas encore. Ma mère n'a pas utilisé le micro. Elle a marché jusqu'à l'endroit où Daniel et moi étions assis à la table d'honneur, c'est pas prudent, mesuré. Dans ses mains se trouvait un petit carnet. Peut-être 12 cm par 7 cm, relié en cuir bleu délavé qui s'était usé au coin. Manon, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. La salle devait tendre l'oreille pour l'entendre. Ceci est mon cadeau pour toi. Elle a pressé le carnet dans mes mains. C'était un livret d'épargne, un carnet bancaire à l'ancienne, le genre qu'ils ont arrêté d'émettre il y a des décennies. Banque nationale était estampillé en lettres dorées sur le devant, bien que l'or se soit en grande partie écaillé. Je ne comprends pas, ai-je commencé. C'est tout ce que j'ai, a dit ma mère. Ses yeux étaient humides, mais sa voix était stable. Tout ce que j'ai économisé. Je veux que tu aies la liberté que je n'ai jamais eue. La liberté de faire tes propres choix. J'ai retourné le livret dans mes mains. Il ne pesait presque rien. Derrière moi, j'entendais des chuchotements des invités. Un livret d'épargne? C'est tout? Quel âge a ce truc? Je m'en fichais. Quelque chose dans la façon dont ma mère me regardait, féroce et tendre et désespérément pleine d'espoir, me serrait la gorge. Merci, maman, ai-je dit, et je l'ai serré dans mes bras. Merci. Ne laisse personne te dire que c'est sans valeur, a-t-elle chuchoté contre mon oreille. Promets-moi, quoi qu'on dise, ne le jette pas. Je ne comprenais pas l'avertissement. Mais j'ai hoché la tête. Je le promets. Elle s'est reculée et pendant juste un moment, elle ressemblait à une personne différente, plus forte, plus jeune, comme la femme qu'elle aurait pu être si la vie avait été plus clémente. Puis la voix de mon père a tout brisé. Qu'est-ce que c'est censé être? Mon père était debout maintenant, sa chaise repoussée si fort qu'elle a failli basculer. Son visage était rouge à cause de l'alcool, de l'embarras d'avoir été surpassé par le cadeau d'Henri. À cause de quelque chose de plus sombre que je ne pouvais pas nommer. Hélène. Il a dit son nom comme si c'était du poison. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma mère n'a pas répondu. Elle est juste restée là, les mains jointes, les yeux baissés. Il a traversé la pièce en 4 enjambées. Avant que je puisse réagir, il avait arraché le livret de mes mains. Un livret d'épargne?
Il a ri. Mais ce n'était pas un rire. C'était quelque chose de cruel portant le visage du rire. Tu as donné un livret d'épargne à notre fille devant les Mercier? Richard, s'il te plaît, a commencé ma mère. 30 ans. Il ne chuchotait plus. Sa voix remplissait la salle de réception, rebondissant sur les lustres en cristal, les murs drapés de soie. 30 ans de mariage et c'est ce que tu contribues. Ce morceau de... Il l'a jeté. Le livret a heurté le sol en marbre avec un bruit semblable à une gifle. Il a glissé sur la pierre, venant s'arrêter près de la base d'un arrangement de roses. Les ordures vont avec les ordures, a hurlé mon père. Le silence qui a suivi était absolu. 150 personnes étaient assises figées. Les fourchettes planaient au-dessus des assiettes. Les verres de champagne s'étaient arrêtés à mi-chemin des lèvres. Le quatuor à cordes s'était tu. J'ai entendu Catherine Mercier inspirer brusquement. J'ai entendu quelqu'un, peut-être Henri, poser un verre avec un clic prudent. Ma mère restait immobile, les larmes coulant sur son visage, silencieuse, acceptant, comme si elle avait été entraînée à subir cela. Tu m'as embarrassé pour la dernière fois, a continué mon père, se tournant vers la salle comme s'il attendait des applaudissements. Je présente mes excuses à nos invités pour le spectacle pathétique de ma femme. Les Delacroix valent mieux que ça. Il a ajusté sa veste Tom Ford, lissé ses cheveux, souri à Henri Mercier comme si rien ne s'était passé. Et dans le silence terrible, ma mère a chuchoté quelque chose de si doux que seul moi pouvais l'entendre. Je suis désolé, Manon. Je suis tellement désolé. Elle s'excusait auprès de moi. Après tout ce qu'il venait de faire, elle s'excusait. Quelque chose en moi s'est brisé. La main de Daniel a trouvé la mienne sous la table. Ses doigts tremblaient. Pas de peur, mais de l'effort de se retenir. Je vais, commença-t-il. Non. Ma voix est sortie plus stable que je ne me sentais. Ne lui donne pas ce qu'il veut. Je pouvais sentir la rage de Daniel comme une chaleur irradiant de lui. Sa mâchoire était serrée si fort que je pensais qu'il pourrait se casser une dent. Sa main libre s'était fermée en poing sur la nappe. Manon, il vient juste de... Je sais. Je savais ce que Daniel voulait faire. Il voulait traverser cette pièce et faire passer mon père à travers la sculpture de glace. Il voulait défendre l'honneur de ma mère, mon honneur, devant tous ceux qui venaient d'être témoins du moment le plus laid de ma vie. Mais j'avais grandi avec Richard Delacroix. Je savais comment cela se jouait. Si Daniel le frappait, mon père serait la victime. Si Daniel criait, mon père semblerait raisonnable en comparaison. La violence lui donnerait exactement ce qu'il voulait, une distraction, un moyen de recadrer le récit. Au lieu de l'homme qui venait de crier sur sa femme à propos d'un livret d'épargne, il deviendrait le beau-père qui avait été attaqué au mariage de sa fille. Je ne lui donnerais pas cette satisfaction. De l'autre côté de la pièce, Henri Mercier se levait. Son visage était devenu froid, la chaleur de tout à l'heure complètement disparue. Catherine, dit-il calmement, je pense que nous devrions partir. Oui. Sa femme a immédiatement acquiescé. Je pense que nous le devrions. Le sourire de mon père a vacillé. Henri, s'il vous plaît. C'est juste une affaire de famille, monsieur Delacroix. La voix d'Henri aurait pu geler le champagne. J'en ai vu assez pour comprendre exactement quel genre d'homme vous êtes. Ils ont commencé à rassembler leurs affaires, et sur le sol près des roses, le cadeau de ma mère gisait abandonné. Ordure, mon père l'avait appelé. Il n'en avait aucune idée. J'ai lâché la main de Daniel. Manon. Sa voix était inquiète. Qu'est-ce que tu... Fais-moi confiance. Je me suis levé lentement. Chaque œil dans la pièce a suivi mon mouvement. La soie de ma robe de mariée chuchotait contre mes jambes alors que je descendais de la table d'honneur. Mon père s'est tourné vers moi, son visage passant par plusieurs émotions. Confusion, irritation, le début d'une autre tirade. Je suis passé devant lui. Mes talons claquaient contre le marbre. Un pas, 2, 3. Le livret gisait là où il était tombé, sa couverture bleue délavée tranchant sur le sol en pierre blanche. Un coin s'était plié sous l'impact. Je me suis penché, je l'ai ramassé et je l'ai épousseté soigneusement, doucement, comme s'il était fait de verre. Quand je me suis redressé, je n'ai pas regardé mon père. J'ai marché vers ma mère, qui restait figée près du mur, les larmes encore humides sur ses joues.
Merci, maman, ai-je dit assez fort pour que la salle entende. C'est le cadeau le plus significatif que j'ai jamais reçu. Je le chérirai pour toujours. J'ai embrassé sa joue, senti son tremblement. Puis je me suis tourné vers Daniel, qui était déjà debout. Nous partons, ai-je dit. Où croyez-vous aller? La voix de mon père s'est brisée sur les mots. La réception n'est pas finie. Tu m'embarrasses devant. Je me suis arrêté, me suis tourné juste assez pour le voir du coin de l'œil. Je n'ai pas besoin de ta permission, papa, et je n'ai pas besoin de ton approbation. Ma voix était calme, stable, une voix que je ne savais pas posséder. Ce dont j'ai besoin, c'est de partir, alors c'est ce que je fais. Daniel a pris ma main. Ensemble, nous avons marché vers la porte. Derrière nous, mon père criait encore quelque chose à propos du manque de respect, quelque chose à propos de tout ce qu'il avait fait pour moi. Je n'ai rien entendu de tout cela. J'ai juste continué à marcher. La maison à Boulogne-Billancourt était calme. Henri et Catherine avaient donné la clé à Daniel des mois auparavant, mais nous avions prévu de la garder pour après la lune de miel. Au lieu de cela, c'est devenu notre refuge lors de notre nuit de noces. Daniel a commandé de la nourriture thaïlandaise. Aucun de nous n'a beaucoup mangé. Je me suis assise sur le rebord de la fenêtre, toujours dans ma robe de mariée. Je n'avais pas eu l'énergie de me changer, et j'ai regardé les lumières de la ville devenir floues à travers la vitre. Le livret était posé sur le coussin à côté de moi, son cuir usé chaud de ma main. Tu n'es pas obligé de le regarder ce soir, a dit Daniel doucement. Peu importe ce qu'il y a dedans, ça peut attendre. Je sais, mais je ne pouvais pas m'arrêter de le toucher, passant mes doigts sur les lettres gaufrées, me demandant ce que ma mère avait voulu dire par liberté. Elle est restée pour moi, ai-je dit soudainement. Toutes ces années, elle est restée pour moi. Daniel s'est assis à côté de moi, prenant soin de ne pas déranger le livret. Tu ne le sais pas avec certitude. Si, je le sais. Et d'une certaine manière, je le savais. La façon dont elle m'avait regardé aujourd'hui, la façon dont elle avait dit, je veux que tu aies la liberté que je n'ai jamais eue. Ce n'était pas juste une question d'argent. C'était une question de choix, d'être piégé si longtemps qu'on oublie qu'il y a un monde à l'extérieur de la cage. Que veux-tu faire, a demandé Daniel. Je ne sais pas encore. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Il y avait une chose que je savais avec certitude. Ma mère m'a dit d'aller à la banque, ai-je dit. Banque nationale, l'agence de Saint-Germain-en-Laye. Elle a dit de demander un monsieur Perrault. Daniel est resté silencieux un moment. Demain. J'ai hoché la tête. Demain. À travers la fenêtre, la tour Eiffel scintillait au loin. Quelque part là-bas, mon père était probablement encore en train d'enrager. Je m'en fichais désormais. J'avais fini de le laisser contrôler ma vie. Mon téléphone a commencé à vibrer à 6 heures du matin. 17 appels manqués, tous du même numéro. Les messages vocaux allaient de la fureur au désespoir, alternant comme un disque rayé. Premier message, tu m'as humilié devant tout le monde, devant Henri Mercier. Troisième message, je te déshérite. Tu n'auras rien. Septième message, Manon, chérie. Papa, désolé. D'accord. Papa a bu trop de champagne. Parlons de ça. 12e message, espèce de petite ingrate. J'ai arrêté d'écouter. Daniel m'a regardé bloquer le numéro, son café refroidissant dans ses mains. Il n'a pas essayé de m'en dissuader. Ma mère a envoyé un texto, ai-je dit, affichant le message. Ces mots étaient brefs. Soigneux, comme si elle avait réfléchi à chacun d'eux. Ma très chère Manon, je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé. Ton père ne sait pas ce qu'il a jeté. Va à la Banque nationale, agence de Saint-Germain-en-Laye. Demande monsieur Thomas Perrault. Montre-lui le livret. Il t'expliquera tout. Je t'aime plus que tu ne le sauras jamais. Maman. Je l'ai lu 3 fois. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, a demandé Daniel. Je ne sais pas. J'ai regardé le livret sur la table basse, sa couverture délavée anodine dans la lumière du matin. Il y a un numéro de compte à l'intérieur. Quelques vieux dépôts. Le dernier date de 2003. Le solde indique 780 €. Daniel a froncé les sourcils. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas exactement quelque chose qui change la vie. Non,
Mais ma mère a dit que c'est la chose la plus importante qu'elle a. J'ai ramassé le livret, sentant son poids, ou son absence de poids, dans ma paume, et elle a dit d'aller à la banque. Donc c'est ce que je vais faire. Quels que soient les secrets que ma mère gardait, j'étais sur le point de les découvrir. L'agence de Saint-Germain-en-Laye de la Banque nationale semblait être là depuis avant l'existence de la ville. Des colonnes de pierre encadraient l'entrée. Des luminaires en laiton brillaient au soleil du matin. Le genre d'élégance vieille France qui faisait paraître les ambitions de grande villa de mon père exactement aussi désespérées qu'elles l'étaient. Daniel me tenait la main alors que nous traversions les portes tambours. À l'intérieur, l'air sentait le cuir et le vieux papier. Des guichetiers en uniformes impeccables travaillaient derrière des comptoirs en acajou. Un agent de sécurité nous a salués poliment. « Puis-je vous aider ?» Une jeune femme, son badge indiquait Émilie, nous a souri depuis le premier guichet. « J'ai un livret d'épargne, ai-je dit, glissant le carnet en cuir usé sur le comptoir. J'aimerais vérifier le solde. » Émilie l'a pris avec un regard légèrement perplexe. Les livrets physiques étaient des reliques d'une autre époque, mais elle a scanné le numéro de compte dans son ordinateur sans commentaire. Puis son visage a changé. J'ai rejoué ce moment 1000 fois dans ma mémoire. La façon dont ses yeux se sont écarquillés, la façon dont ses doigts ont arrêté de bouger, la façon dont elle a regardé l'écran, puis moi, puis de nouveau l'écran. Je suis désolé. Pourriez-vous m'excuser un instant ? Elle n'a pas attendu de réponse. Elle a appuyé sur un bouton sous son comptoir et a disparu par une porte marquée « Personnel seulement ». La main de Daniel s'est resserrée sur la mienne. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Je ne sais pas, mais mon cœur battait la chamade. Quelque chose n'allait pas ou quelque chose allait très, très bien. À travers la porte, je pouvais entendre des voix étouffées, puis des pas. Puis la porte s'est rouverte, et un homme aux cheveux argentés dans un costume 3 pièces a émergé. Il m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas lire. « Madame Mercier, dit-il. Je suis Thomas Perrault, directeur de l'agence. Voudriez-vous s'il vous plaît venir avec moi ?» Il a fait un geste vers une porte marquée « Gestion privée ». Et s'il vous plaît, a-t-il ajouté doucement, ne partez pas. Laissez-moi faire une pause ici juste un instant. Si jamais quelqu'un qui était censé vous aimer vous a fait vous sentir petit, si on vous a dit que vos rêves ne valaient pas la peine d'être poursuivis ou que vos contributions n'avaient pas de valeur, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et parfois, les choses qui semblent les plus ordinaires cachent quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait sur ce compte ? Laissez votre supposition dans les commentaires avant que nous continuions. Maintenant, retour à la banque. La section gestion privée ne ressemblait en rien au hall public. Tapis perçant, peinture à l'huile, fauteuil en cuir qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Monsieur Perrault nous a conduits à un bureau en acajou et nous a fait signe de nous asseoir. Puis-je ? Il a tendu la main pour le livret. Je le lui ai donné. Il l'a ouvert soigneusement, avec révérence, et a tapé le numéro de compte dans son ordinateur. Pendant un long moment, il a juste fixé l'écran. « Madame Mercier, dit-il finalement. Savez-vous ce que c'est ? Un compte d'épargne, ai-je dit. Ma mère me l'a donné à mon mariage. C'est plus que ça. Il a tourné l'écran pour que je puisse le voir. Ce livret est la clé d'un fonds dédié qui a été établi il y a 25 ans. Votre mère en est la souscriptrice. Vous êtes la bénéficiaire désignée depuis votre naissance. J'ai regardé l'écran. Je ne pouvais pas traiter ce que je voyais. Le solde actuel, a continué Monsieur Perrault, sa voix douce, est de 1 985 412 € et 35 centimes d'euros. La pièce a basculé. Je suis désolé. Quoi ? Presque 2 millions d'euros, Madame Mercier. Monsieur Perrault a croisé les mains sur le bureau. Votre mère constitue ce fonds depuis 25 ans, des dépôts mensuels provenant de son emploi, des investissements prudents gérés par notre équipe, et une contribution initiale de 185 000 € provenant d'un héritage qu'elle a reçu en 1999. 185, je ne pouvais pas respirer. Ma grand-mère. Ma grand-mère lui a laissé. Marguerite Dubois. Oui. L'héritage était son bien propre, juridiquement distinct de tout bien matrimonial. Votre mère l'a investi sagement et y a ajouté au fil du temps. Il a fait une pause. Elle venait me voir chaque année le jour de votre anniversaire sans faute pour vérifier le compte, pour s'assurer que tout était en ordre.
Je pleurais. Je ne savais pas quand j'avais commencé. Le bras de Daniel m'a entouré, mais je ne pouvais pas le sentir. Ma mère calme, négligée, inutile. Elle avait construit ma liberté pendant 25 ans, et personne n'avait su. Je ne comprends pas, ai-je réussi à dire à travers mes larmes. Comment est-ce possible? Mon père, il contrôlait tout. Comment a-t-elle caché cela de lui? L'expression de Monsieur Perrault était compatissante, mais prudente. Je ne peux vous dire que ce que je sais, Madame Mercier. Votre mère a ouvert ce compte avant que je sois directeur d'agence. Mon prédécesseur a établi la relation, mais elle a été très méthodique. Elle a sorti un dossier du tiroir de son bureau. L'héritage de votre grand-mère a été classé comme bien propre selon la loi française. Votre mère ne l'a jamais mélangé avec les biens matrimoniaux. Elle l'a gardé dans un compte à son nom de jeune fille, Hélène Dubois, pas Hélène Delacroix. Mais son travail, ai-je dit, elle travaillait à temps partiel dans une bibliothèque, dans un cabinet comptable. Mon père disait que c'était sans valeur. Il disait qu'elle perdait son temps. Ses dépôts étaient modestes mais constants. 20 ans d'intérêts composés et d'investissements conservateurs ont considérablement augmenté le capital. Il m'a montré un graphique, une ligne grimpant régulièrement vers le haut au fil des décennies. Elle a aussi pris une partie de l'argent du ménage, de petites sommes au fil du temps, rien qui ne serait remarqué, mais cela s'est accumulé. L'argent des courses, l'allocation du ménage, l'argent liquide que mon père lui jetait comme si elle était une servante qu'on paie. Elle l'avait économisé. Tout. Il y a autre chose, a dit Monsieur Perrault. Il a fait glisser une enveloppe sur le bureau, couleur crème, scellée à la cire. L'écriture de ma mère éplait mon nom sur le devant. Elle a laissé ceci dans le dossier pour être ouvert seulement quand vous viendriez réclamer le compte. Mes mains tremblaient alors que je brisais le sceau. À l'intérieur se trouvait une seule page couverte de l'écriture élégante de ma mère. Ma très chère Manon, si tu lis ceci, tu as trouvé ta liberté. Cet argent est à toi, pas à ton père, pas à n'importe quel homme. Il est à toi pour en faire ce qu'il te plaît. Je suis resté parce que je voulais que tu aies un foyer stable, mais je n'ai jamais été vraiment piégé. Je me préparais. Avec tout mon amour, maman. J'ai lu la lettre 3 fois avant de pouvoir parler. Elle n'était pas faible, ai-je chuchoté. Toutes ces années, je pensais. Je pensais qu'elle ne faisait qu'accepter, prendre ses abus, le laisser la traiter comme moins que rien. Monsieur Perrault était silencieux, me laissant de l'espace. Elle jouait sur le long terme. La voix de Daniel était pleine d'émerveillement. 25 ans et il n'a jamais su. Il y a une documentation supplémentaire, a dit Monsieur Perrault prudemment. Je ne suis pas certain si vous êtes au courant, mais vos parents ont un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens depuis environ 20 ans. J'ai levé les yeux brusquement. Un quoi? Une séparation de biens? Ils sont restés dans la même résidence, mais les intérêts financiers et juridiques de votre mère étaient protégés. C'était peu conventionnel. Il a hésité. Je crois qu'elle est restée pour vous, Madame Mercier, jusqu'à ce que vous soyez grande. Jusqu'à ce que vous soyez en sécurité. 20 ans. 20 ans à partager une maison avec un homme qui se moquait d'elle, la rejetait, la faisait se sentir comme rien. Et tout ce temps elle avait une issue de secours, un plan, mais elle était restée à cause de moi. J'ai besoin de l'appeler, ai-je dit, attrapant mon téléphone. J'ai composé le numéro avec des mains tremblantes. Elle a décroché à la première sonnerie. Manon, es-tu allée à la banque? Maman, je pleurais à nouveau. Maman, pourquoi tu ne me l'as pas dit toutes ces années? Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Sa voix était épaisse de larmes aussi. Parce que tu étais une enfant et les enfants ne devraient pas avoir à porter les secrets de leurs parents. Tu avais besoin de croire en la famille. Même si la famille était brisée, tu avais besoin de stabilité. Tu as tout sacrifié. Non, ma chérie. Je n'ai rien sacrifié. J'ai investi. Elle a ri doucement, humidement. J'ai investi en toi. Et maintenant il est temps pour nous deux d'être libres. Ce mot encore, liberté. Pour la première fois, je comprenais ce qu'elle voulait dire. Que veux-tu faire maintenant, maman? La question flottait dans l'air entre nous, entre deux femmes qui avaient toutes deux passé leur vie sous l'ombre de Richard Delacroix. Je veux partir, a-t-elle dit.
Les mots sont sortis comme une expiration, comme quelque chose qu'elle retenait depuis des décennies. J'ai déjà parlé à mon avocat. Les papiers du divorce sont prêts. Ils sont prêts depuis des années. Des années. Elle avait attendu, planifié, pris son mal en patience jusqu'à ce que je sois sorti saine et sauve de cette maison, mariée en sécurité hors de sa portée. J'ai un appartement, a-t-elle continué. Petit, mais c'est le mien. Près de la bibliothèque à Versailles. Je paie le loyer depuis 2 ans. J'attendais juste. 2 ans? Je te l'ai dit, Manon. Je me préparais. Il y avait un sourire dans sa voix maintenant. Pas amer, pas triste, mais quelque chose comme du triomphe. Ton père n'a jamais regardé les comptes du ménage de près. Il pensait que l'argent était en dessous de lui. Il me tendait juste du liquide et s'attendait à ce que je me débrouille. Alors, elle l'avait fait. Elle s'était débrouillée d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Et toi, a-t-elle demandé. Que veux-tu faire avec l'argent? J'ai regardé Daniel, qui m'observait avec un soutien silencieux. Monsieur Perrault, qui faisait semblant de ne pas écouter en organisant des papiers, la lettre dans mes mains, 25 ans d'amour, compressée en une seule page. Je ne veux pas l'utiliser pour me venger, ai-je dit lentement. Je ne veux pas lui frotter ça au visage ou l'humilier. Non, non. J'ai plié la lettre soigneusement, les replacé dans son enveloppe. Je veux juste vivre ma vie sans lui, sans son approbation, sans son argent, sans sa voix dans ma tête me disant que je ne suis pas assez. Ma mère a été silencieuse un moment. Puis elle a dit, c'est exactement ce que j'espérais que tu dirais. Une semaine après le mariage, ma mère a commencé à faire ses valises. Je n'étais pas là quand mon père l'a découvert, mais elle m'en a parlé plus tard. De cette manière calme et factuelle qu'elle avait développée sur 30 ans de mariage. Il est rentré tôt, l'a trouvé dans la chambre avec une valise sansonite ouverte sur le lit. Qu'est-ce que tu crois faire, bordel? Elle n'a pas arrêté de plier. Je pars, Richard. J'ai demandé le divorce. Tu recevras les papiers d'ici la fin de la semaine. Il a ri. Ce rire cruel et méprisant que j'avais entendu toute ma vie. Avec quoi? Tu n'as rien. Tu n'as jamais rien eu. Nous sommes en séparation de biens depuis 20 ans, a dit ma mère calmement. J'ai mes propres actifs, mon propre avocat, mon propre avenir. C'est impossible. Je l'aurais su. Tu n'as pas demandé. Elle a fermé la valise avec un clic. Tu n'as jamais posé de questions sur ce qui ne te profitait pas directement. Alors, non, Richard, tu ne savais pas. Son visage est devenu violet. Elle m'a dit qu'elle ne l'avait jamais vu aussi en colère et que pour la première fois en 30 ans, elle n'avait pas peur. Tu reviendras en rampant, a-t-il craché. Tu n'as pas un sous-vaillant. Tu seras sans abri dans un mois. Ma mère a ramassé sa valise, a marché vers la porte de la chambre. Adieu, Richard, a-t-elle dit. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches dans l'admiration des autres, parce que tu ne le trouveras certainement plus dans ta famille. Elle est sortie. Il est resté debout dans cette chambre vide entourée des meubles coûteux qu'il avait achetés pour impressionner les gens et a réalisé peut-être pour la première fois qu'il était complètement seul. Pas parce qu'il avait été abandonné, mais parce qu'il avait fait fuir tout le monde. Mon téléphone a sonné à 21h ce soir-là. J'avais débloqué le numéro de mon père, pas parce que je voulais lui parler, mais parce que je voulais savoir quand il comprendrait enfin ce qu'il avait perdu. Manon. Sa voix était rauque. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit à ta mère? Rien, papa. J'ai gardé ma voix égale. Maman a fait son propre choix. Elle a dit qu'elle avait de l'argent. C'est impossible. Elle n'a jamais eu. Tu as dû lui donner quelque chose. Toi et cette famille Mercier, vous avez dû. Ce n'est pas à propos des Mercier. Ce n'est pas à propos de moi. J'ai pris une respiration. Maman se prépare à ça depuis 20 ans. Tu n'as juste jamais remarqué parce que tu ne l'as jamais regardé. Pas vraiment. Silence au bout du fil. Elle ne peut pas me faire ça, a-t-il dit finalement. J'ai besoin que tu lui parles. Dis-lui que je changerai. Dis-lui que je... Papa. Je l'ai coupé. Tu as eu 30 ans pour changer. Tu as eu 30 ans pour la traiter comme une personne au lieu d'une servante. Tu as choisi de ne pas le faire. Manon, je suis ton père. Oui,
tu le es. Et je serai toujours reconnaissante pour le toit au-dessus de ma tête et la nourriture sur la table en grandissant. J'ai fait une pause. Mais je ne te dois pas la vie de ma mère. Je ne te dois pas mon silence. Et je ne te dois certainement pas un pardon que tu n'as jamais demandé. Si tu n'arranges pas ça, sa voix est devenue dure. Tu n'auras rien. Pas un centime. Je te rayerai de tout. J'ai presque ri. Papa, ai-je dit, je n'ai besoin de rien venant de toi. Plus maintenant. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué son numéro à nouveau. Mes mains tremblaient, mais mon cœur était stable. J'avais posé une limite, et le ciel ne m'était pas tombé sur la tête. 2 semaines plus tard, Henri et Catherine sont venus dîner. C'était censé être une soirée calme, du vin, des pâtes, et apprendre à se connaître sans le chaos du mariage planant au-dessus de nous. Daniel avait fait les lasagnes de sa grand-mère. J'avais mis la table avec la belle vaisselle que nous avions reçue en cadeau. Nous étions juste en train de nous asseoir quand on a sonné à la porte. Je savais avant d'ouvrir. Appelez ça de l'instinct. Appelez ça 30 ans de vie avec l'imprévisibilité. Je le savais, c'est tout. Mon père se tenait sur le perron tenant des fleurs et une bouteille de vin. Son sourire était plaqué. Manon, j'étais dans le quartier et j'ai pensé. Tu n'es pas invité, papa. Derrière moi, j'ai entendu la chaise de Daniel racler le sol. J'ai entendu la voix d'Henri basse et tendue. Juste 5 minutes. Le sourire de mon père a vacillé. Je veux m'excuser pour le mariage, pour tout. Un père ne peut-il pas faire amende honorable? Ce n'est pas le moment. S'il te plaît, sa voix s'est brisée. J'ai besoin de parler à Henri juste un instant. Il y a eu un malentendu. Et c'était là, la vraie raison. Même maintenant, dans ce qu'il présentait comme des excuses, sa préoccupation principale était de sauver sa relation avec Henri Mercier, avec l'opportunité commerciale qu'Henri représentait. Monsieur Delacroix. Henri est apparu derrière moi, sa voix froide comme un mois de janvier. Je ne crois pas que nous ayons quoi que ce soit à discuter. Henri, s'il vous plaît. Le mariage était un malentendu. J'avais trop bu. Je vous ai vu jeter le cadeau de votre femme par terre et l'appeler ordure. Le ton d'Henri n'a pas changé. Je vous ai vu humilier votre famille devant 150 personnes. Ce n'était pas l'alcool, monsieur Delacroix. C'était le caractère. Le visage de mon père est passé de suppliant à furieux en un battement de cœur. Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas ce que j'ai eu à gérer. Cette femme a été inutile pendant 30 ans. Papa. Daniel s'est avancé maintenant, se positionnant entre mon père et le reste d'entre nous. Tu dois partir maintenant. Les fleurs sont tombées au sol. Mon père est resté là à respirer fort, nous regardant tous, dressés contre lui. Il n'avait plus de coups à jouer. Vous ne comprenez pas ce que j'ai fait pour cette famille. La voix de mon père avait atteint cette hauteur dont je me souvenais de mon enfance. Haute et perçante et dangereuse. La voix qui faisait autrefois tressaillir ma mère. La voix qui me faisait me cacher dans ma chambre. Mais je ne me cachais plus. J'ai tout construit. Il a pointé un doigt vers moi. La maison, l'entreprise, toute ta vie. Et tu me rembourses en montant ma propre femme contre moi. En m'embarrassant devant. Il a gesticulé sauvagement vers Henri. Des gens qui comptent. L'expression d'Henri n'a pas changé. Des gens qui comptent? Oui. Des gens importants. J'ai dépensé 75 000 € pour ce mariage spécifiquement pour. Il s'est arrêté. J'ai vu la réalisation poindre dans les yeux d'Henri, les pièces s'assembler. Spécifiquement pourquoi, monsieur Delacroix? La voix d'Henri était de la soie sur de l'acier. Pour m'impressionner? Pour créer une relation d'affaires? La bouche de mon père s'est ouverte, fermée, rouverte. Vous avez dépensé 75 000 € d'argent emprunté, a continué Henri calmement. Pour monter un spectacle, pas pour votre fille, pour moi. Pour ce que vous pensiez que je pouvais faire pour votre entreprise. Ce n'est pas. Je n'ai jamais. Et quand votre femme qui a apparemment économisé tranquillement pendant 2 décennies et demie, a donné à votre fille le cadeau le plus significatif de la soirée, vous l'avez jeté par terre. Henri a secoué la tête. Parce que cela ne correspondait pas à votre performance.
Catherine a posé une main sur le bras de son mari. Je pense que nous en avons assez vu, chérie. Oui. Henri a regardé mon père une dernière fois. Monsieur Delacroix, je ne fais pas affaire avec des hommes qui traitent leur famille comme des accessoires. S'il vous plaît, ne me recontactez pas. La porte s'est fermée au nez de mon père. À travers le bois, je l'ai entendu rester là à respirer, traitant la mort de tout ce qu'il avait essayé de construire. Puis, lentement, des pas s'éloignant. Il était parti. Puis-je être honnête avec vous un instant? Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. Ce n'est pas crier. Ce n'est pas exposer. C'est juste prendre du recul et laisser quelqu'un révéler qui il est vraiment. Mon père avait toutes les opportunités de s'excuser, de changer. Au lieu de cela, il a dit à Henri Mercier exactement ce qu'il faisait depuis le début. Avant que je finisse cette histoire, je veux vous demander, avez-vous déjà eu à vous éloigner de quelqu'un que vous aimiez pour vous protéger? Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Les retombées ont été calmes mais dévastatrices. Mon père n'a jamais eu sa réunion avec Henri Mercier. Pas de partenariat, pas d'investissement, pas d'entrée dans le monde du vrai développement immobilier qu'il voulait désespérément rejoindre. Mais ce n'était pas le pire. L'histoire s'est répandue, pas de façon dramatique. Il n'y a pas eu de gros titres, pas d'exposés sur les réseaux sociaux, juste des chuchotements. La façon dont les choses voyagent dans les petits cercles d'affaires des Yvelines. Avez-vous entendu ce qui s'est passé au mariage de Lacroix? Apparemment, il a jeté le cadeau de sa femme par terre. Les Mercier sont partis avant que le gâteau ne soit coupé. En quelques mois, 2 contrats que mon père poursuivait sont tombés à l'eau. Rien d'officiel, juste des réunions poliment déclinées, des appels téléphoniques non retournés, des déjeuners qui n'ont jamais été programmés. Son entreprise ne s'est pas effondrée. Il n'a pas été ruiné. Mais les portes qu'il avait passées des décennies à essayer d'ouvrir, elles étaient fermées maintenant. Calmement, fermement, définitivement. Je n'en ai tiré aucun plaisir. D'accord, peut-être un peu, mais surtout je me sentais juste fatigué. Fatigué des décennies de performance. Fatigué des mensonges et de la manipulation et de l'effort constant et épuisant pour gagner l'approbation de quelqu'un incapable de la donner. Mon père appelait occasionnellement durant ces premiers mois. Je ne répondais jamais. Il envoyait des lettres, de longues choses divagantes qui alternaient entre excuses et accusations. J'ai lu la première, jeté les autres. Tu ne penses pas que tu devrais lui parler, m'a demandé une collègue une fois. C'est quand même ton père. J'y ai réfléchi. Il l'est, ai-je convenu. Et je ne le déteste pas, mais je n'ai pas besoin de lui dans ma vie pour l'aimer à distance. Certaines relations sont plus saines avec de l'espace. Elle ne comprenait pas. C'était pas grave. La plupart des gens ne comprennent pas tant qu'ils ne l'ont pas vécu. Tant qu'ils n'ont pas eu à construire des murs juste pour survivre. Ma mère s'est épanouie. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Dans les mois après son emménagement dans son appartement de Versailles, je l'ai vue se transformer en quelqu'un que je n'avais jamais rencontré auparavant. Elle a coupé ses cheveux courts, quelque chose que mon père avait interdit pendant 30 ans. Elle a peint son salon en jaune, sa couleur préférée, celle qu'il avait qualifiée de mauvais goût. Elle a fait du bénévolat à la bibliothèque où elle avait travaillé autrefois, pas pour l'argent maintenant, mais pour la joie. J'avais oublié ce que ça faisait, m'a-t-elle dit au déjeuner un jour, de prendre une décision et de ne pas avoir à la défendre. D'être juste soi-même. Le divorce a été finalisé calmement. Mon père ne pouvait rien contester. La séparation de biens était blindée depuis 2 décennies. Il a eu la maison et l'entreprise. Elle a eu sa liberté. Elle m'a dit qu'elle avait commencé à écrire un journal au début, puis quelque chose de plus structuré. 30 ans de souvenirs, d'observations, de stratégies de survie. Je pense à en faire un livre, a-t-elle dit presque timidement. Des mémoires, peut-être pour d'autres femmes dans des situations comme la mienne. Maman. J'ai pris sa main à travers la table du café. C'est incroyable. Je ne sais pas si quelqu'un le lirait. Je le lirais, et je pense que beaucoup d'autres personnes le feraient aussi. J'ai serré ses doigts. Tu as une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Elle a souri. Un vrai sourire, pas la version peinte que j'avais grandi en regardant. Tu sais ce que j'ai réalisé, dit-elle.
Toutes ces années je pensais que j'étais faible de rester, de ne pas riposter. Mais je ne restais pas parce que j'étais faible. Je restais parce que je construisais quelque chose, un avenir pour toi. Et maintenant, elle a fait un geste autour de son petit appartement ensoleillé, maintenant je peux construire quelque chose pour moi-même. C'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais entendue. Les gens m'ont demandé ce que j'allais faire de l'argent. 2 millions d'euros, de l'argent qui change la vie. De l'argent pour quitter son travail. De l'argent pour acheter un manoir et ne plus jamais travailler. J'ai continué à enseigner. Je sais que ça semble fou, mais voilà le truc. Je ne suis pas devenue enseignante parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Je suis devenue enseignante parce que j'aime ça. Parce que chaque jour je peux voir des enfants de 8 ans découvrir qu'ils sont capables de plus qu'ils ne le pensaient. Comment l'argent pourrait-il remplacer ça? Mais je l'ai utilisé soigneusement, de manière significative. J'ai travaillé avec un conseiller financier pour établir un fonds de bourse d'études, le fonds de dotation Marguerite Dubois, nommé d'après ma grand-mère, dont l'héritage avait tout commencé. Chaque année, cela aiderait 5 étudiants issus de familles à faible revenu à aller à l'université. Pourquoi pas ton nom, a demandé Daniel quand je lui ai montré les papiers. Parce que ce n'est pas à propos de moi. J'ai signé le document final. C'est à propos de continuer ce que ma mère a commencé, utiliser le silence et la patience et de petites actions constantes pour changer des vies. Nous avons acheté une maison dans les Yvelines, pas à Saint-Germain-en-Laye, pas sur le territoire de mon père, mais dans un quartier calme où les écoles étaient bonnes et les voisins disaient bonjour. 3 chambres, un jardin, une cuisine assez grande pour cuisiner les repas du dimanche. Et j'ai commencé à enseigner une nouvelle unité à mes élèves de CE2. L'éducation financière. Comment épargner, comment planifier, comment de petites actions répétées dans le temps peuvent construire quelque chose d'énorme. Ils étaient trop jeunes pour comprendre complètement. Mais un jour, ils le feraient. Tu ne vas vraiment pas démissionner, a demandé mon amie Sarah, incrédule. Pourquoi je démissionnerais? Parce que tu pourrais tout faire. Voyager à travers le monde, lancer une entreprise, acheter un yacht. J'ai ri. Qu'est-ce que je ferais d'un yacht? Elle ne comprenait pas. C'était pas grave. Les meilleures choses dans la vie ne se mesurent pas en mètres carrés ou en chevaux vapeur. Ma mère m'a appris ça. Mon père et moi ne nous sommes pas parlé depuis 18 mois. Il appelle encore parfois, pas souvent, mais assez pour que je sache qu'il n'a pas oublié que j'existe. Les anniversaires, les fêtes, le mardi aléatoire occasionnel où il a probablement bu trop de scotch et commencé à penser à son héritage. Je ne réponds pas. Je ne le bloque pas non plus. C'est une position étrange à tenir. Aimer quelqu'un auprès de qui on ne peut pas être. Les comprendre tout en refusant d'accepter leur comportement. Faire le deuil d'une relation qui n'a jamais été ce dont vous aviez besoin qu'elle soit. Lui pardonneras-tu un jour, m'a demandé Daniel une fois. J'ai dû y réfléchir. Le pardon est un processus, ai-je dit finalement. Pas un moment. Je travaille à lâcher la colère, la blessure, les années passées à sentir que je n'étais pas assez. J'ai fait une pause. Mais le pardon ne signifie pas laisser quelqu'un revenir dans sa vie pour qu'il puisse vous blesser à nouveau. Ce sont 2 choses différentes. Alors tu ne le verras pas? Peut-être un jour. Pour des funérailles, une visite à l'hôpital, quelque chose qui exige que la famille se montre indépendamment de l'histoire. J'ai haussé les épaules. Mais les dîners de Thanksgiving, les fêtes d'anniversaire, lui présenter ses petits-enfants? J'ai touché mon ventre. Trop tôt pour que ça se voie, mais nous venons de l'apprendre. Pas avant qu'il puisse démontrer un vrai changement. Et pas juste un changement pour une semaine ou un mois. Un changement qui dure. Certaines personnes pensaient que j'étais trop dur. D'autres pensaient que je ne l'étais pas assez. Voici ce que j'ai appris. Vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux. Vous ne pouvez faire que des choix avec lesquels vous pouvez vivre. Et je pouvais vivre avec la distance. Je pouvais vivre avec des limites. Je pouvais vivre en aimant mon père de loin tout en me protégeant, moi et ma famille, de son chaos. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête. Et parfois, honnête est le mieux que vous puissiez faire. 3 ans plus tard, je suis assise dans ma cuisine à regarder ma fille manger des œufs brouillés. Elle s'appelle Marguerite, Margot pour faire court. Elle a les yeux de Daniel et le menton têtu de ma mère et un rire qui remplit chaque pièce où elle se trouve.
Ma mère est là aussi, aidant Margot à naviguer dans l'ingénierie complexe consistant à mettre des œufs sur une fourchette. Elle a 60 ans maintenant, les cheveux argentés et sereine d'une manière que je n'avais jamais vue en grandissant. Elle a publié ses mémoires l'année dernière. Ça n'a pas fait la liste des best-sellers, mais elle a reçu des douzaines de lettres de femmes qui reconnaissent leurs propres histoires dans ces mots. Ça valait le coup, m'a-t-elle dit, tenant une de ses lettres. Même si ça n'a aidé qu'une seule personne, ça valait le coup. Daniel fait du café, fredonnant quelque chose à voix basse. Il a étendu son cabinet d'architecture pour inclure du travail pro bono pour des centres communautaires. Redonner, appelle-t-il cela, payer en retour la chance que nous avons eue. Le fonds de dotation Marguerite Dubois a maintenant aidé 43 étudiants à aller à l'université. L'année dernière, l'une d'entre elles m'a envoyé une note de remerciement qui m'a fait pleurer. Vous avez cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même, a-t-elle écrit. Je ne vous connaissais même pas et vous avez changé ma vie. J'ai encadré cette lettre. Elle est accrochée dans ma classe. À travers la fenêtre, je peux voir l'après-midi des Yvelines. Les feuilles tournant alors, la lumière du soleil traversant les arbres en oblique. C'est le genre de jour qui me rendait anxieuse autrefois parce qu'un temps parfait signifiait que mon père voudrait recevoir et recevoir signifiait performer et performer signifiait épuisement. Maintenant, un temps parfait signifie juste un temps parfait. Maman, dit Margot, levant sa fourchette triomphalement. Je l'ai fait. Tu l'as fait, bébé. Je suis si fière de toi. Ma mère croise mon regard à travers la table. Elle sourit. Nous sourions toutes les deux. Je garde le livret d'épargne dans un cadre maintenant. Il est accroché dans notre salon près de la fenêtre où la lumière de l'après-midi attrape le cuir bleu délavé. Les visiteurs posent parfois des questions à son sujet. C'est un livret d'épargne ? Et je leur raconte la version courte de l'histoire. C'était le cadeau de ma mère, dis-je. La chose la plus précieuse qu'elle m'ait jamais donnée. Ils demandent toujours combien il y avait dedans. Ce n'est pas la question, ai-je envie de leur dire. 2 millions d'euros comptent. Oui. Mais ce qui compte le plus, c'est ce que cela représentait. 25 ans de patience. 25 ans de petites actions invisibles construisant vers quelque chose d'énorme. 25 ans d'amour exprimé non par des mots mais par la préparation. Ma mère ne m'a pas sauvé en débarquant au dernier moment avec un sauvetage dramatique. Elle m'a sauvé en planifiant année après année pour que lorsque j'aurai finalement besoin de liberté, elle m'attende déjà. C'est la leçon que je porte avec moi maintenant. Les gens qui vous aiment vraiment n'aiment pas toujours bruyamment. Parfois, ils aiment dans le silence, dans la persévérance, en se montrant encore et encore, même quand personne ne regarde. Et les gens qui essaient de vous rendre petit, leur pouvoir ne dure qu'aussi longtemps que vous y croyez. Au moment où vous prenez du recul, au moment où vous arrêtez de performer pour leur approbation, vous réalisez qu'ils n'ont jamais été aussi grands qu'ils le paraissaient. Ils étaient juste bruyants. Mon père a appelé le livret des ordures. Il l'a jeté par terre devant tous ceux qui comptaient pour lui. Il avait tort. Les ordures n'étaient pas le livret. Les ordures, c'était l'idée que l'amour pouvait être mesuré en performance, en impression, en combien vous pouviez faire en sorte que les autres vous admirent. Le véritable amour ressemble au livret d'épargne de ma mère, usé, délavé, facile à négliger, et valant plus que tout ce que mon père a jamais essayé d'acheter. Si vous êtes dans une situation où quelqu'un vous fait vous sentir petit, sachez s'il vous plaît que vous ne l'êtes pas. Vous êtes juste entouré de gens qui n'ont pas encore appris à vous voir. Un jour vous trouverez ceux qui le font et tout changera. C'est mon histoire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir écouté. Merci d'être là. Si cela a résonné en vous, si vous avez déjà eu à vous éloigner de quelqu'un que vous aimez pour vous sauver, j'adorerais entendre votre histoire. Laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, des histoires sur la force tranquille, la justice inattendue et le pouvoir de la patience, s'il vous plaît abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine. Le lien vers plus d'histoires est dans la description ci-dessous. À la prochaine, prenez soin de vous. Vous le valez bien.